Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre matinale de l'information sur Canal 2 Info, la chaîne internationale d'information en continu. Au sommaire de l'actualité ce jour, nous allons parler de cette décision du Premier ministre, chef du gouvernement au Cameroun, qui demande bien évidemment à tous les vieillards de quitter l'administration. Avec l'île Piédjou, nous évoquerons cette problématique qui permettrait également d'insérer des jeunes un peu plus dynamiques. On parlera aussi de l'économie au Cameroun, en Afrique bien évidemment, en nous posant la question de savoir ce qui freine l'émergence de l'Afrique, tout comme cette dégringolade de MTN Nigeria à la bourse des valeurs. Ça sera avec Elie Smith tout à l'heure. Nous évoquerons également cette question centrale du réarmement des FACA en République centrafricaine pour rétablir la paix que les forces onusiennes et forces françaises n'ont pas réussi à faire. Yoweri Museveni nous intéressera également, lui qui est candidat à sa propre succession pour des élections qui auront lieu en janvier 2016. Voilà donc pour le sommaire. Je vous retrouve dans une poignée de secondes pour recevoir l'île Piédjou. C'est une décision importante qui semble s'opérer au Cameroun avec bien évidemment cette décision du Premier ministre chef du gouvernement Philémon Yan de demander à tous ces vieillards de quitter l'administration pour céder place à la jeunesse. Elie Piédjou, bonjour. Bonjour Louis Roger, bonjour Elie Smith, bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Alors c'est une grande première au Cameroun, C'est un peu osé pour le Premier ministre du gouvernement. Il faut dire que c'est sous instruction du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et ses retraités, il faut le dire, Louis Roger, ce sont ses secrétaires généraux, ses directeurs, ses sous-directeurs, ses chefs de division, ses chefs de cellules et autres chefs de service. Il faut dire que dans la plupart des départements ministériels au Cameroun, tous les postes, pratiquement tous les postes sont occupés par des vieillards qui refusent d'aller à la retraite et cela constitue un frein pour la mise sur pied de nombreux projets structurants qui pourraient permettre au Cameroun d'être émergent à l'horizon 2035. Il est question de demander à tous ces vieillards-là de libérer les lieux parce qu'il faut le dire, Louis Roger, ces vieillards-là reçoivent des coûts, des budgets colossaux donc qui gèrent tranquillement dans leur coin sans toutefois être inquiété. Ça devient un sérieux problème. Donc, avec cette décision du Premier ministre, on espère que cela va se faire. Alors, ça va permettre également que les jeunes Camerounais puissent avoir une ouverture, ces jeunes qui sont plus dynamiques, qui peuvent véritablement se déplacer, aller voir comment ces chantiers se déroulent sur le terrain. Ça va permettre quand même que l'on dynamise un secteur qui était pratiquement mourant, celui des déplacements des secrétaires. Il n'y a pas que les secrétaires, les directeurs généraux et bien d'autres personnalités. Louis Roger, il faut dire que le Cameroun est doté des jeunes suffisamment compétents qui sont prêts à mettre leur expérience au service du gouvernement. Mais le blocage se situe au niveau de ces vieillards-là, aujourd'hui âgés de plus de 60 ans, qui refusent d'aller à la retraite. Si vous regardez un peu, par exemple, le ministère de la Santé, vous regardez son secrétaire général, il est pratiquement âgé, il n'arrive pas à bouger. Et vous regardez dans d'autres départements ministériels ou alors dans les différentes sociétés, vous rencontrez des directeurs généraux qui n'ont même plus la possibilité de marcher. On est obligé soit de les tenir, on est obligé peut-être de faire X ou Y gestes pour pouvoir permettre à ces gens-là qui ont même déjà la peine à écouter les différents discours, qui ne supportent même pas plusieurs heures de discours. Vous comprenez qu'on se demande où est-ce qu'on va avec ce type de personnes et aller à la retraite, comme l'a dit quelqu'un, c'est pas mauvais hein, parce que vous avez passé plusieurs années à servir le Cameroun. Il est temps d'aller se reposer et aller se reposer, c'est pas un péché. Donc il serait plutôt judicieux, vu tout ce qui est mis en place aujourd'hui, que ces personnes-là cèdent de la place à la jeunesse qui a beaucoup à apporter. Vous regardez des ministères avec depuis 30 années, 40 années, les mêmes personnes pratiquement dès votre naissance jusqu'à l'âge d'aujourd'hui, vous retrouvez les mêmes personnes, vous vous demandez bien où est-ce qu'on va. Voilà, et il faut donc renouveler cette classe de fonctionnaires qui parfois sont déjà sclérosés,
n'arrive plus à évoluer parce que la routine s'est installée. Merci. Et lui, Roger, il faut dire qu'il y a des personnes qui ont déjà eu des rallonges, hein, s'il faut le dire ainsi, et qui, ces rallonges-là, ont déjà expiré, mais demandent encore et encore. Quand vous comprenez où est-ce qu'on va, ça sera très très difficile d'attendre cette émergence avec des personnes qui ne comprennent plus. Regardez seulement les cérémonies aujourd'hui avec ces vieillards-là assis, ils dorment pratiquement. Donc difficile de vous dire à la fin, ok, le chef de l'État a dit ceci, même si ces personnes-là qui sont là sont aussi des vieillards, entre guillemets. Le Premier ministre lui-même n'est pas si jeune, le chef de l'État n'est pas si jeune, donc il sera très important aujourd'hui de penser à la relève. Merci Lil Piedjou d'être passé. Elie Smith, bonjour. Bonjour Louis Roger. Alors cette conclusion de Lil Piedjou fait un peu sourire. C'est extraordinaire Lil Piedjou, je vous admire. Parce que oui, on veut faire partie les vieux, mais le président de la République lui-même est vieux, son premier ministre est vieux, le chef de la police est vieux. Donc c'est un gouvernement des gens qui ont en moyenne d'âge 77 ans. Donc ça ne sert à rien. Donc je crois que ces gens-là qui veulent partir, oui, c'est un gouvernement des vieux qui veut faire partie des vieux. Mais je ne pense pas qu'un gouvernement qui est sérieux va lutter contre le chômage en disant qu'il va diminuer ou mettre en retraite ceux qui sont déjà vieux. Il y a d'autres manières à lutter contre le chômage, pas seulement mettre les gens qui sont vieux à la retraite. C'est bien beau, mais il faudra que le Premier ministre soit courageux et sortir la liste des gens qui sont vieux pour partir et qui se rappellent aussi que lui-même aussi, ça fait peut-être 40 ans ou 50 ans qu'il est dans le du pouvoir. Donc c'est tout à fait normal. Quand vous avez un gouvernement qui a la tête, c'est un vieux, tout le monde doit être vieux. Donc il ne faut pas qu'on se plaigne d'avoir un gouvernement sclérosé. Et puis l'émergence en 2035 deviendra une illusion. Voilà, une illusion, une vue de l'esprit, ce que nous ne souhaitons pas bien évidemment pour le Cameroun. Alors avec Serge Bondet, bonjour déjà Serge. Bonjour Louis Roger Noadieu, j'entre de plein pied dans un sujet assez intéressant. Bien évidemment, il est question aujourd'hui d'économie et d'émergence de l'Afrique. Et ce matin, on posait la question de savoir qu'est-ce qui freine cette émergence de l'Afrique. L'émergence de l'Afrique passe aussi par ce que vous avez évoqué avec Lil Piedjou tout à l'heure en parlant de ces grabataires qui occupent encore des postes stratégiques dans la fonction publique camerounaise. Ce n'est pas que dans le pouvoir qu'on reconnaît cela, mais aussi dans nos différentes administrations et même dans nos entreprises privées, des personnes qui ont atteint un certain âge mais qui refusent donc de libérer et de ne plus être aux affaires. Ça devient de plus en plus difficile. Elie Smith a d'ailleurs fait le soin d'indiquer clairement qu'au niveau de l'administration publique, du haut jusqu'à bas, pratiquement du président jusqu'à la lisière, alors que dans quelques heures seulement, on va célébrer le 6 novembre 82, 6 novembre 2015. On voit à peu près 33 ans au pouvoir. Ça fait quand même un pan assez important à pouvoir soulever. À la suite, on a donc dans l'administration publique le Premier ministre chef du gouvernement qui n'est pas loin de là. Mais aujourd'hui, à qui devra donc jeter la pierre? Est-ce à ceux qui sont encore assis dans les secrétariats ou alors au niveau de l'administration publique au sommet? Tous ont l'intention de ne jamais céder le siège, quoi qu'il en soit, puisque les rallonges des différents pouvoirs des uns et des autres se constituent au quotidien. On a le cas même dans l'administration, au niveau des entreprises publiques, au niveau même des médias, comment ça se passe. Un directeur est arrivé en fin de cycle et même l'âge dépassant, on a une rallonge. Si ce n'est pas au niveau de sa hiérarchie, c'est désormais au niveau de la présidence de la République qu'une instruction arrive là-bas et dit non, il faut encore augmenter. Voilà, donc c'est un système tout à fait profond qu'il faut revoir, mais la jeunesse est encore dynamique. Mais le problème d'expérience va aussi se poser. Est-ce que cette jeunesse-là, si elle venait à prendre les devants de la scène, pourra faire mieux que ces vieillards? En tout cas, il y a la question. Alors, on ne peut pas avoir de l'expérience si on n'est pas au pied du mur. Justement, l'expérience s'acquiert au fil des années. Voilà. Mais il faut qu'on puisse passer la main progressivement, pas de manière buste, parce que le sevrage, c'est un véritable problème. Parce que ces vieux qui sont encore assis là ont de la matière grise, ont un peu ce qu'on appelle la crème nécessaire pour conduire les affaires, même si les conseils sont attendus d'eux. Mais le plus important, c'est qu'ils peuvent rester comme des conseillers par rapport à ceux qui sont en fonction, alors en service, et surtout qu'ils jouent le franc jeu. C'est aussi ça. Donc, en dehors de ces grabataires, qu'est-ce qui, selon vous, Serge, freine donc cette émergence de l'Afrique? On a besoin d'une Afrique qui positionne d'autres jeunes, d'autres leaders, qui ont des idées novatrices, qui ont des idées qui peuvent concourir à la mise en place de réels fonctionnements. L'Afrique aujourd'hui a beaucoup de problèmes, les problèmes qui sont gangrenés par la corruption, par également le clientélisme, mais également le mauvais esprit de ceux qui sont en fonction ne peuvent pas accepter que l'Afrique progresse. D'abord, sa monnaie, c'est un réel problème. Beaucoup de pays africains ont du mal à pouvoir s'arrimer sur le plan international parce que leur monnaie ne vaut pratiquement rien. Et maintenant, dans le cas de l'attribution même des différents
différents marchés qui concernent l'Afrique, visant forcément à aider son émergence, ne prospèrent pas à chaque fois. On a plusieurs entreprises qui viennent donc de l'étranger, qui souscrivent des marchés dans notre pays, le Cameroun, notamment dans le cadre des infrastructures routières et même sanitaires. Il n'y a pas grand-chose à pouvoir relever parce que l'Afrique reste véritablement pauvre sur le plan de la monnaie. Mais les richesses du sous-sol sont énormes. Le cas du Cameroun, quelques experts rencontrés indiquent clairement que le Cameroun, pratiquement 5 à 6% de ses richesses ne sont même pas encore exploitées. Pratiquement tout reste encore dans la terre. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour ceux-là même qui auront la possibilité de mettre en exergue, de pouvoir utiliser ces richesses du sous-sol camerounais pour prospérer à l'émergence. Parce que le chef de l'État l'a si bien dit, l'horizon est fixé pour 2035. Si on s'y met maintenant, forcément, on va y arriver. Au-delà, il faut combattre tout de suite la corruption. Maintenant, l'Afrique doit se positionner parce que pour beaucoup d'analystes politiques, c'est le moment pour l'Afrique de pouvoir se faire et pouvoir s'inscrire devant le concert des nations et dire quelle est sa part de contribution. L'Afrique ne doit pas toujours compter sur les différents investissements directs venant de l'étranger parce que ce sont des investissements qui ont des conditions assez difficiles pour l'Afrique sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, avec des difficultés dans le cas du remboursement même, finalement des dons qui deviennent des prêts, parfois qui deviennent des exploitations sur plusieurs années dans divers secteurs que sont, par exemple, le domaine de la forêt, le domaine du bois, qui est un domaine très sensible, et même le domaine de l'exploitation minière. Minière encore difficile, parce que l'Afrique n'a pas encore la technologie nécessaire pour pouvoir exploiter ses mines. Et donc là encore, il y a beaucoup à faire. Pourtant, l'expertise en termes de contribution, en termes même d'expérience, on peut le dire ainsi, pour ces jeunes Camerounais qui sont formés dans les institutions internationales, ils peuvent revenir, mais il est question de leur accorder la place qui est la leur pour qu'ils puissent me faire valoir leur expertise. Voilà. Merci Serge Bondier pour cette contribution. Alors, Elie Smith, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait freiner cette émergence de l'Afrique? Je pense que, c'est déjà dit, mais la gouvernance, c'est le frein, parce que est-ce que c'est tout à fait normal, quelqu'un qui est dans un pouvoir de 33 ans, parce que là, on vient de parler des vieillards dans un système. Donc, quand il y a la corruption, manque de transparence dans la gestion, voilà les facteurs qui freinent le développement en Afrique. Voilà. Merci Serge Bondier. Peut-être un dernier rebondissement. Un dernier, par exemple, on va parler un peu des dernières démocraties. Le cas de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal est un exemple particulier pour la diaspora sénégalaise. Beaucoup retournent dans ce pays-là pour pouvoir investir. On a le cas du Mali pour prendre globalement l'Afrique de l'Ouest. Mais pourquoi l'Afrique centrale est à la traîne? On a parlé de la bonne gouvernance, des politiques publiques qui sont véritablement influencées à tous les niveaux, justement parce que la corruption y a fait son nid. Et on s'étonne même au sommet lorsque le président de la République dit qu'il ne comprend pas ce qu'on appelle la sous-consommation des budgets d'investissement public. On a parlé il y a encore quelques jours. Donc, tout un travail de fond est à refaire. Et surtout, il faudrait que les pouvoirs publics tiennent compte de ce que, pour que nous puissions avancer, il faut bouter la corruption. De deux, il faut véritablement travailler dans un sérieux relatif et surtout comprendre qu'en face, on a besoin d'une Afrique qui pourra compter désormais devant le concert des nations. Pourtant, l'Afrique seule constitue un véritable marché. Lorsqu'on prend un peu sur le plan de la démographie, on prend même les pays africains, le cas du petit marché de la CEMA qui pourrait se constituer demain en voyant un peu le nombre d'habitants, ça peut faire beaucoup de grandes choses. Revenons, même s'il y a une étude comparative qui voudrait que dans les années 80 décennies 80-90, les pays comme la Chine avaient du mal à pouvoir s'en sortir sur le plan économique, avec un PIB relativement faible. Pourtant, le Cameroun contribuait même à hauteur d'un certain pourcentage conséquent pour accompagner même d'autres économies africaines. Mais aujourd'hui, on est à la traîne parce que justement, pendant des dizaines d'années, la Chine s'est refermée à pouvoir faire en sorte que son marché puisse être respecté. Et la Chine a créé de réelles infrastructures. La Chine s'est retournée en elle-même pour pouvoir nourrir son marché local d'abord, avant de pouvoir transporter cette connaissance-là vers l'extérieur. C'est ce qui s'est fait et c'est ce qui manque à l'Afrique. Donc l'Afrique a un marché, mais il faut nourrir ce marché et puis créer de la richesse et même de la valeur. Et après cela, maintenant, tout ce qu'on aura made in africain, je suis convaincu qu'un jour, ça pourra être fait et l'Afrique maintenant va pouvoir exporter ses richesses. Maintenant, le Cameroun peut se targuer de ce que, au-delà du poivre de Pienja ou bien le miel de Oku, on a par exemple le Bitakola, on a le Ikok aussi, qui sont des véritables valeurs. On a même d'autres richesses et même la banane du Cameroun, voire même les avocats du Cameroun qui sont une véritable valeur et de la valeur ajoutée pour renforcer le Cameroun sur le plan international et même redimensionner son économie. Merci. Merci à la seule condition, bien évidemment, que les accords de partenariat économique ne viennent pas
tuer cette ambition ou alors émousser votre enthousiasme, Serge Mondier. Alors, je voudrais, Elie Smith, en attendant que Patrick Christian d'abord nous rejoigne sur le plateau, qu'on parle un peu de cette dégringolade au niveau de la bourse de MTN qui a été amendée par la République fédérale du Nigeria. Oui, MTN, c'est le plus grand compagnie de téléphonie mobile en Afrique, je crois 5e dans le monde. Et le plus grand marché de MTN en dehors de l'Iran, du monde, c'est au Nigeria avec 62 millions d'abonnés. MTN au Nigeria, donc vous imaginez, colossal. Et puis, le problème de MTN au Nigeria, c'est le problème que MTN a partout au monde et aussi au Cameroun. Ça veut dire que les services ne sont pas bons. Quand tu charges ton crédit, quand tu appelles, ça bouffe ton crédit. Donc, l'association, la Commission nationale de la communication au Nigeria a décidé de sanctionner fort MTN. En dehors de cela, le gouvernement nigérien avait donné un ordre de l'identification de tout le monde qui a une carte de puce MTN. Et MTN avait peur qu'elle va perdre environ 5 millions d'abonnés sur 62 millions, dont elle n'a pas respecté les instructions de la Commission nationale de la communication et on leur a écrit des lettres d'avertissement. Ils n'ont pas respecté. Peut-être ils croyaient que c'était le gouvernement de Goodluck Jonathan où on pouvait tout faire et rien ne va vous arriver. Mais quand Buhari est venu, tout a changé, c'est maintenant de la rigueur. Donc, ils ont eu une amende de 5 milliards de dollars et ça peut vraiment faire que MTN quitte, pas seulement au Nigeria, mais que MTN perd même sa place en Afrique du Sud. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant, ou dans le monde? Qu'est-ce qui se passe maintenant à la bourse? Oui, la question que vous avez posée est que quand vous êtes une société cotée à la bourse, les instructions sont claires. Quand vous avez des problèmes, il faut avertir les actionnaires. Parce que les gens ont acheté les parts, dont ils ne veulent pas que... Et ils n'ont pas informé les actionnaires qui avaient les parts à la bourse de Johannesburg et ils ont commencé à perdre leur investissement. Donc, voilà la question qu'on pose. Donc, en dehors des sanctions qui sont au Nigeria, ils pourront aussi avoir des sanctions en Afrique du Sud. Maintenant, ce qui est allé est que le gouvernement sud-africain, par l'entremise de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Nigeria, est maintenant entré en négociation avec le gouvernement nigérian pour que soit on annule la sanction, ce que le gouvernement nigérien a refusé, parce que si on annule, ça fera que d'autres sociétés, ça va créer une certaine jurisprudence MTN. Donc le gouvernement nigérien a refusé, peut-être réduit de 5 milliards de dollars à peut-être 2 milliards 500 millions de dollars. Et ce qui est bon, c'est ce que le Cameroun doit aussi faire ici, à MTN et les autres qui ne respectent pas les droits et les instructions du pays. Voilà, et quand on parle de respect des instructions des droits, Patrick Christian, bonjour. Bonjour Louis Roger, bonjour à Elie, bonjour à nos téléspectateurs. Alors, il est également question pour le Cameroun que désormais l'on puisse avoir un numéro de téléphone pour un opérateur économique, des mesures qui sont prises par le gouvernement pour essayer d'éviter cette cacophonie qui s'est installée dans la distribution anarchique des puces téléphoniques. Ben écoutez, Louis Roger, j'écoutais avec beaucoup d'attention le développement que faisait à la fois Elie et ensuite Serge sur la vision même et les blocages éventuels autour de l'émergence. Voilà des problèmes pratiques comme ceux-là, liés notamment à la capacité d'un gouvernement à implémenter les décisions qui sont prises ou bien même à juger de l'opportunité et de la faisabilité d'un certain nombre de décisions. Vous vous imaginez aujourd'hui que après qu'on ait, à coup de rendement médiatique, annoncé le recensement, n'est-ce pas, des abonnés de téléphonie, ce qui vaut aujourd'hui à MTN d'être sanctionné du côté du Nigeria. Il n'y a pas que au Nigeria, ici au Cameroun, il faut le voir. Autant les opérateurs MTN, Orange et même Camtel, qui est l'opérateur avec quand même les capitaux publics. Donc on va dire qu'il y a cette démarche-là qui donne l'impression que finalement, on n'a pas de vision réelle vers les idées et les intentions d'émergence et de développement qu'on prône au quotidien, ou alors que quand on a ces idées-là, on n'y croit même pas. On avance des slogans, on avance un certain nombre d'objectifs à atteindre, mais on ne se donne pas les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Et les premiers, ou alors le premier de ces moyens devait être la rigueur. Quand vous entendez dire que Buhari amène de la rigueur au Nigeria, les mêmes compagnies étaient là, les mêmes attitudes, mais sauf qu'un laxisme avait presque pris le dessus sur la vie nationale. Et il me semble que dans le cas du Cameroun, c'est de ce laxisme-là aussi qu'il s'agit. Vous vous imaginez aujourd'hui, quand on parle d'un abonnement ou d'une puce par opérateur de téléphonie, est-ce que c'est ça qui résout le problème du recensement ? Est-ce que c'est ça qui résout le problème du manque du respect de cahier de charges de ces opérateurs qui, à coups de millions, finalement s'engraissent
au détriment des consommateurs, des utilisateurs chez nous, qui finalement ne savent plus à quel sens se vouer, puisque le gouvernement ne réagit pas. Qui va défendre le droit des consommateurs? Vous vous imaginez qu'on nous a promis cette 3G, avec tout ce que cela comporte comme rêve, finalement on se croirait au ciel. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, Louis Roger, que vous avez un véritable changement entre la période du, je sais pas, 1, 2, 3 et du 3G? Non, Louis Roger, il faut quand même... Vous savez, quand on a eu la chance de côtoyer d'autres pays, d'aller ailleurs, de voir comment ça se passe, on ne demande pas que ce luxe se transforme immédiatement chez nous, mais on a l'impression quand même que nous sommes roulés dans une grosse farine. Et peut-être avec la complicité de ceux qui nous gouvernent. Restons toujours en économie pour parler d'Activision, qui est ce géant américain du jeu vidéo qui a accepté quand même de verser 5,9 milliards de dollars pour acheter King, le studio irlandais qui a créé le très populaire jeu de smartphone Candy Crush. Alors, c'est quand même assez important pour ce géant américain qui voudrait s'approprier ce jeu vidéo qui est très prisé. On parle de 320 millions de joueurs dans le monde. C'est également une autre politique pour dominer le monde des jeux vidéo. Au-delà de la politique pour dominer le monde du jeu vidéo, et je parle d'ailleurs sous le contrôle de Eli, qui est un très grand spécialiste, n'est-ce pas, des questions économiques, il y a que cette volonté de faire des joint ventures qu'on voit ailleurs, à l'extérieur, participe même de la volonté des dirigeants à dynamiser le secteur. Parfois, on en arrive au niveau où les grandes firmes internationales, on a vu à son temps Sony et Ericsson, former cet alliage-là qui finalement a révolutionné le monde de la téléphonie et même de l'électronique, qui a poussé les autres à aller dans leur dernier retranchement. Nokia a dû se remettre à double niveau dans sa conception, sa fabrication et ses propositions pour essayer de tenir le coup. L'objectif est simple dans cette joint venture, essayer de rassembler les forces au lieu de se diviser. Parce que les grandes structures et les grandes compagnies, dans un monde économique de plus en plus globalisé, se sont rendues compte que elles dépensaient en termes d'énergie, en termes de coûts pour se faire concurrence, alors qu'elles auraient pu se mettre ensemble, satisfaire le marché et avoir peut-être plus de dividendes dans cette dynamique-là. C'est vrai que quelque part, ça peut tuer la concurrence, parce qu'on sait que la concurrence, toujours quand elle est là, elle permet quand même d'avoir un certain équilibre, mais c'est à ce niveau donc que les régulateurs doivent intervenir, parce que le bien du consommateur, on le disait encore pour la téléphonie, dépend soit de l'État, soit du régulateur au niveau mondial, qui doit pouvoir veiller sur cet aspect. Donc je pense que c'est peut-être une bonne chose. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que qu'est-ce que ça coûte aux consommateurs? Est-ce que ça va dans le sens de réduire la charge du consommateur et de mettre à leur disposition le produit à un coût un peu plus acceptable? En ce moment, on dirait que c'est bien. Mais si c'est dans l'intérêt uniquement capitaliste pour davantage avoir le monopole, ne pas offrir une alternative aux consommateurs, alors là, peut-être Elie nous dira que c'est un problème. Mais je pense que c'est déjà assez bien parce que ça va permettre à ces millions de consommateurs des smartphones de pouvoir se distraire. Et se distraire quand on est stressé, c'est également notre remède. Oui, c'est notre remède. Nous savons, nous sommes aujourd'hui à l'ère des smartphones et que quand on est stressé, le smartphone peut nous aider à nous déstresser. Je pense que cette compagnie a bien fait. Elle a vu que le nombre des gens qui vont avoir les smartphones vont croître. Donc, c'est les gens qui font une bonne perspective, parce qu'un bon gestionnaire, c'est celui qui fait des bonnes perspectives dans l'avenir. Donc, comme le nombre va croître, et en particulier dans les pays en voie de développement, donc ça veut dire la Chine, l'Inde et les pays africains et les Sud-Américains. Donc, c'est une bonne stratégie. Maintenant, nous allons voir comment ça va agir en termes économiques. C'est ça le problème qui est important. Je pense que c'est quelque chose d'important aussi. C'est une opportunité que d'autres opérateurs devraient saisir, par exemple, pour permettre à ce qu'il n'y ait pas cette dispersion d'énergie où chacun a finalement son téléphone et ses produits, que si les uns et les autres se retrouvaient pour fabriquer un seul et unique téléphone avec tous ces jeux, ça permettrait certainement de gagner davantage. Oui, ça va permettre de gagner des avantages, mais aussi le problème de la concurrence. C'est quand même bien de laisser que Louis Roger a quelque chose, Christian a quelque chose, Elie a quelque chose. C'est un avantage, mais c'est là où les pays organisés dans l'Union européenne ou aux États-Unis, les gens regardent le antitrust. Parce que si on voit qu'on commence à grandir, ça va devenir un problème. Mais déjà, si vous revenez chez nous, il y a déjà quelque chose qui se fait déjà comme ça. Par exemple, les compagnies comme Orange, MTN, Nextel, produisent déjà de la musique. Ou par exemple, offrent parce qu'ils voient qu'en téléphonant uniquement, la concurrence a fait que les prix ont baissé. Donc, ils commencent maintenant à aller dans d'autres secteurs
qui produisent. Par exemple, je crois qu'avec le temps, les compagnies vont avoir, par exemple, les contacts, les alliances avec, par exemple, les sociétés ou les émissions comme Canal 2 Info du matin pour que les émissions qui passent ici, on puisse les voir sur les téléphonies mobiles de MTN ou Orange ou Nextel. Ça serait une bonne chose. Alors, dans ce domaine, sur le plan technologique, vous savez, lui, Roger, concernant les plateformes et notamment, on va dire, les applications qui sont utilisées, le plus important souvent pour ces compagnies-là, c'est de trouver une plateforme convergente, même si chacune d'elles peut garder son autonomie en termes de fabricants, mais de trouver quand même des plateformes qui soient finalement utilisables dans toutes ces différentes applications. Vous savez, on va dire, iPhone a eu ce problème à un moment donné, parce qu'avec un logiciel finalement propriétaire, il avait la difficulté d'utiliser les versions Android d'applications qui sont finalement utilisables dans d'autres téléphones, comme Samsung, comme Huawei, et ainsi de suite. Là-bas, vous avez l'impression qu'on peut faire un inter-échange avec les applications, alors que du côté de iPhone, c'est réservé, c'est son OS qui est particulier et propriétaire. La chance qu'il a eue, c'est qu'il a peut-être été le premier sur le marché de l'iPhone, n'est-ce pas, à conquérir la mentalité des consommateurs et qu'aujourd'hui, il a quand même une bonne frange qui soit habituée à lui. Donc, la concurrence, elle pourrait même exister, mais il faut toujours qu'il y ait une certaine plateforme qui permette la convergence ou alors peut-être, on va dire, la capacité des différents systèmes à pouvoir s'intégrer. Et donc, c'est à ce niveau que se pose le problème. Mais sur le plan de cet échange, on va dire que ça commence à produire des effets. Parce que quand vous avez Activision qui se met ici en amont, ça permet véritablement de cibler le marché, comme on le disait, mais ça permet aussi d'avoir une offre plurielle, beaucoup plus pensée, où on intègre les solutions qui venaient de part et d'autre, et pour satisfaire la demande dans la qualité du produit finalement qui est servi. Parlons à présent de diplomatie ou alors de coopération avec cette rencontre historique qui est annoncée pour samedi prochain entre la Chine et Taïwan. On nous fait savoir que depuis 1949, les deux chefs d'État ne s'étaient pas rencontrés. Alors, Elie Smith, c'est une rencontre juste pour parler du détroit de... Formose. Vous avez dit le détroit de Formose. De Formose. Ou alors, c'est juste pour parler de coopération, de relations entre les deux États. Non, il y a plus que cela. Vous devez savoir que le divorce a commencé en 1949 quand Chiang Kai-shek, le gouvernement national, a été battu par les communistes maoïstes et ils ont fui, ils sont allés à Taïwan, ils ont créé ce qu'on appelle la République de Taïwan. Et il faut savoir que jusqu'en 1972, c'est lui qui représentait la Chine officielle aux Nations Unies, c'était Taïwan, qu'on appelle Formose, il est devenu République de Taïwan. Mais c'est lui qui a changé, c'est là où tu vois que les relations entre la Chine et les États-Unis, c'est les amitiés. Les États-Unis ont été beaucoup en aide à la Chine. Grâce à qui? Grâce à un seul homme qui s'appelle Richard Nixon, qui a vu le potentiel de la République communiste menée par Mao Zedong et a rejeté, a enlevé Taïwan des Nations Unies et réintégré la Chine. Et en Chine, dans la partie continentale, il y a toujours cette rêve de dire que nous voulions faire revenir Taïwan dans le giron. Mais il faut savoir qu'à Taïwan, les Taïwanais ne veulent pas parce qu'eux, ils sont libéraux. Ils ont toujours cette amertume de voir la grande Chine. Mais de l'autre côté, Taïwan a les avantages économiques, scientifiques, qui peuvent être exploités par la Chine. Et que la Chine continentale, c'est un grand marché. Et vous voyez aujourd'hui que en termes touristiques, le nombre de touristes chinois qui vont en Taïwan a beaucoup augmenté. Donc aujourd'hui, d'abord, c'est le premier rencontre qui va se faire entre les gens qui sont nés après tout ce truc-là. Et peut-être on va voir la négociation pour voir, pour les Chinois, c'est qu'il faudra que Taïwan rentre dans la maison. Mais pour les Taïwanais, eux, ils veulent une négociation pour qu'ils soient reconnus comme un État à part entière. Vous voyez qu'il y a cette concurrence en Afrique. Le seul pays où il y a quelques pays en Afrique, c'est la Swaziland et le Burkina Faso qui restent toujours, qui reconnaissent toujours Taïwan. Donc, il y a cette concurrence qui se fait toujours. Donc, je pense, pour les Chinois, c'est que Taïwan revient à la maison, mais pour les Taïwanais, d'abord, celui qui va me rencontrer le Xi Jinping aujourd'hui n'a pas le soutien de la majorité des Taïwanais. Bien évidemment, puisqu'il y a les consultations électorales qui sont en vue. On parle des élections législatives présidentielles prévues du côté de Taïwan du 16 janvier. Alors, Patrick Christian, d'abord, c'est
c'est quand même une détente sur le plan de la diplomatie. Alors, vous me permettez, lui, Roger, en revenant sur cette détente-là, d'évoquer quand même que le président Mao Ying-jeou, du côté du Taïwan, ne pourra pas se représenter. Là-bas, la Constitution limite les mandats. Il arrive au terme de son deuxième mandat, il ne pourra plus se représenter. Et quand on regarde un peu le développement de l'activité politique là-bas, l'opposition actuellement, qui, elle, est réfractaire à un rapprochement avec la Chine continentale, est en passe d'avoir quand même un peu de sondage en sa faveur. Alors, lorsqu'on évoque Taïwan, ça nous rappelle ces belles années d'histoire qu'on a eues sur la Chine, avec l'épopée de Chiang Kai-shek, décédé en 1975. Voilà un monsieur qui finalement tenait les rênes, mais s'est vu renversé par la mouvance communiste tenue par Mao, le père de la Chine continentale. Il faut rappeler que jusqu'aujourd'hui, Taïwan porte encore le nom de République de Chine. Ça, il faut le dire officiellement. Taïwan est appelé la République de Chine. C'est sous ce nom-là que Taïwan était aussi du côté des Nations Unies. Et la Chine continentale, elle est République populaire de Chine. Malgré ce rapprochement, il y a toujours cette petite velléité. Un discours de l'actuel président chinois Xi Jinping, tout récemment, disait « Il n'y a qu'une seule Chine et des compatriotes taïwanais ». Vous vous imaginez un peu ce que ça peut représenter dans l'esprit, n'est-ce pas, des Chinois. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que entre ces deux blocs, ça a toujours été la bataille entre le bloc communiste et le bloc capitaliste. Taïwan, qui s'est fait l'égérie du bloc capitaliste dans le giron, n'en demeure pas moins, on va dire, une entité de la grande Chine qu'elle était dans l'époque. Aujourd'hui, le défi serait de savoir si Taïwan va finalement avoir son indépendance que ne lui reconnaît pas la Chine du haut de sa toute-puissance pour l'instant, ou alors si Pékin va permettre à Taïwan, Pékin ou Beijing selon les appellations, Pékin va permettre à Taïwan d'avoir une certaine autonomie, une indépendance du type qu'on voit par exemple en Tanzanie avec finalement Zanzibar et le Tanganyika. On ne sait pas, mais c'est déjà bien ce rapprochement parce qu'il y a eu beaucoup de dissensions entre ces deux peuples. Et aujourd'hui, les statistiques touristiques prouvent que de part et d'autre, n'est-ce pas, de l'île Formose, on a beaucoup plus de touristes chinois qui vont à Taïwan et de Taïwanais qui vont en Chine. L'autre aspect de cette problématique, c'est que le rapprochement qui est fait actuellement est un rapprochement qui marque réellement la volonté quand même qui existe de part et d'autre de se rapprocher. On n'a pas encore l'issue éventuellement, parce qu'il n'y aura pas de déclaration, mais depuis 1949, il n'y avait pas encore eu. C'est une grande première. Et même les États-Unis, qui ont quand même, à un moment donné, soutenu Taïwan, après ce que Nixon a fait pour reconnaître la Chine, les États-Unis ont soutenu Taïwan parce que c'était quand même le bloc capitaliste qui s'opposait à la Chine, qui devenait un peu trop puissante et inquiétante. Donc, même les États-Unis se félicitent aujourd'hui de ce que Taïwan se rapproche de la Chine. Et on espère simplement que ça va permettre d'apaiser les tensions là-bas, parce qu'il y avait quand même des risques de guerre à un certain moment, et c'était sérieux. Et c'était sérieux. On va poursuivre avec cette matinale de l'information sur Canal d'Info pour parler, bien évidemment, de cette coopération entre Moscou et Brazzaville. Et Elie Smith, ton ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, a été reçu donc par son homologue russe, Sergei Lavrov. Et au cours de cet échange, la Russie a entériné les résultats du référendum constitutionnel qui a permis à Denis Sassou Nguesso d'avoir la volonté populaire pour briguer un autre mandat. Voilà la Russie qui aujourd'hui valide, entre guillemets, ces résultats. Ça vous fait sourire? Et ça me fait sourire parce que vous espérez quoi? La Russie, c'est une dictature, voilà, un pays qui soutient tous les pays violents au monde. Et je pense que l'attitude du gouvernement congolais est une attitude d'un gouvernement aux abois. Parce que M. Gakosso est allé en Russie, mais on sait très bien que la Russie ne peut pas ouvrir tous les fronts à la fois. La Russie est en Syrie. Et il y a quelque chose qui se passe en Russie, pour rappeler à M. Gakosso, qui est quand même un ancien ministre de Culture, qui connaît bien la culture, qui connaît l'histoire. Et que dans l'histoire, s'il se rappelle très bien l'histoire de Nicolas II, qui était un des Tsars de la Russie, il a inventé une guerre contre le Japon. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu la guerre et il a perdu le pouvoir. Et puis l'histoire de la Russie nous montre un peu, quand ils ont fait l'invasion de l'Afghanistan, après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la dégringolade et l'Union soviétique est partie et volée en éclats. La Russie a beaucoup de problèmes internes. Oui, l'approche de la Russie en Syrie peut être appréciée, mais la Russie venir soutenir le mensonge éhonté qui a eu lieu à Brazzaville,
n'est pas normal. D'abord, même à Paris, le président Denis Sassou Nguesso a fait une visite à Paris, mais il n'a pas eu gain de cause parce que l'ambassadeur de France à Brazzaville soutenait d'abord ce que le Denis Sassou Nguesso disait, mais quand il a fait le tour de ville le jour-là, le rapport était catastrophique. Donc, je pense que c'est tout à fait normal, c'est la diplomatie, mais déjà, il y a un pourparler qui s'est fait actuellement. Je crois qu'un jour, Christian Dobo, qui est bon dans ces débats sur le Congo-Brazzaville, on va en discuter pour voir, parce que l'opposition campe sur sa position officielle, parce qu'on vient de libérer l'interdiction de 2 hommes politiques congolais, en l'occurrence Guy Brice Parfait Kolela et André Okombi Salissa, qui était en résidence surveillée depuis un bon bout de temps. La question qu'on doit poser, c'est que qu'est-ce que le gouvernement a proposé et qu'est-ce que l'opposition en a donné. Mais pour M. Sergei Lavrov, je ne prends pas ça au sérieux. C'est les réactions du Brazzaville, un gouvernement qui est aux abois, qui ne veut pas respecter la population congolaise. Mais pourtant, la Russie forme des policiers, des gendarmes congolais, et également, il y a plein d'étudiants congolais qui apprennent le russe. Alors, Patrick Christian Dobo, c'est quand même une manière de dire à l'Afrique, ben, si la France n'a pas validé ces résultats, on a quand même le grand Poutine, même si c'est à travers son ministre des Affaires étrangères, qui a réussi quand même à valider ce qui s'est passé au Congo. Alors, une personne tout à fait importante dans la lisibilité de la dévolution du pouvoir en Russie, hein, Sergei Lavrov est sur tous les fronts, États-Unis, Syrie, ainsi de suite. Donc, on va dire que c'est les hommes clés de Vladimir Poutine. Alors, moi, je voudrais lire cette sortie et cette rencontre sur 3 aspects, peut-être 2 fondamentalement. D'abord, c'est que la Russie joue sa carte en réaffirmant son positionnement comme alternative sur le plan de l'hégémonie et de la géostratégie mondiale. Et à des moments, on a même l'impression que tout ce que les États-Unis ou la France ou le monde occidental va rejeter, la Russie va supporter, enfin, pour le dire de manière baladante. Mais ici, Sergei Lavrov dit finalement qu'au regard de ce qu'il lui a perçu comme information, le peuple congolais avec son président. D'accord, c'est un avis qui peut être discutable. Mais le deuxième aspect, et peut-être le plus essentiel dans cette situation, c'est qu'il faut comprendre que la Russie a des intérêts au Congo. Sur le plan énergétique, il y a une forte présence russe au Congo. Et après, il y a que depuis 1979, quand même, jusqu'en 92, avant la crise, c'était quand même la République populaire du Congo. Donc il y a une forte relation entre la Russie et le Congo, du fait qu'une idéologie communiste a quand même été partagée pendant longtemps et que même jusqu'à aujourd'hui, les fibres de cette idéologie communiste résistent au Congo-Brazzaville. Donc, c'est tout à fait normal, dans la suite logique, que la Russie se positionne comme étant derrière un de ses poulains sur le continent africain. Il y en a eu quelques-uns comme ça, même si les fortunes ont été diverses. Alors, dès que vous avez dit ça, vous allez comprendre que c'est quand même près de 7000 étudiants congolais qui sont formés en Russie. Ça n'est pas rien. Et qu'un centre culturel russe est bien pointé à Brazzaville. Ce n'est pas Eli Smith qui me le démentirait. Et que près de 3000 Congolais, vous l'avez dit, apprennent le russe chaque année. Et pour un ministre des Affaires étrangères, lui-même ancien étudiant en Russie, il me semble que c'est le bon ton qu'il se retourne vers ses mentors d'hier pour essayer de ramener un peu plus d'appui au régime qu'il sert. Donc, il faut voir ça dans ces différentes postures-là et se dire que c'est tout à fait logique, n'est-ce pas, la posture de la Russie. Maintenant, après, on peut faire des commentaires sur l'objectivité et l'opportunité, mais je pense que la Russie est dans son rôle et que le ministre des Affaires étrangères, par contre, il mériterait d'être félicité par Sassou Nguesso comme étant un des acteurs de son soutien. Alors, nous allons sortir rapidement par la République centrafricaine où l'on donne pratiquement une semaine pour réarmer les FARC. Nous parlons déjà ici sur ce plateau de cette nécessité de réarmer ces forces armées centrafricaines. Et aujourd'hui, non seulement ça, l'autorité de transition semble être divisée, on a comme impression qu'il y a une scission au sein de cette autorité. Est-ce qu'en une semaine, comme l'exige le président du Conseil national de transition, Alexandre Ferdinand Guedet, on peut réussir à armer ou alors à réarmer les FARC? Ben écoutez, vous savez, c'est vrai qu'on en parlait déjà. Autant Eli se plaignait d'une certaine incapacité de Catherine Samba-Panza, autant je vous réitérais et je réitère encore aujourd'hui que je plains Catherine Samba-Panza.
je lui jette pas la pierre. Allons-y vite, parce Oui, qu'on a que 2 minutes. Est-ce qu'en une semaine, on peut... Alors, d'abord, pour me résumer dans cela, je vous dirais, lui, Roger, que c'est très peu courtois. C'est du tout pas courtois. Il faut savoir que le Conseil national de transition est considéré comme le Parlement actuellement et que le gouvernement qui est présidé par Catherine Panza-Paza a l'exécutif. Et qu'il me semble que dans une situation de crise comme celle où la RCA se trouve actuellement, une sortie du Parlement face à un gouvernement déjà fragilisé comme celui-là est une sortie très peu courtoise, indélicate, qui risque d'avoir d'autres conséquences sur la sécurité. Sortie peu courtoise, et Smith, en 30 secondes, est-ce qu'en une semaine, on peut réarmer les FACA? Je pense que c'est possible. C'est que Catherine Samba Panza est incapable. Elle n'a pas appris ce qui s'est passé en Irak. On a dit ici toutefois, c'est l'armée nationale centrafricaine. Elle doit être armée et réarmée. C'est eux qui connaissent mieux la Centrafrique qui autre personne. Merci, monsieur, d'être passé ce matin pour cette autre édition de la matinale. Nos programmes se poursuivent. Ne zappez pas.